Bonjour à tous, bienvenue sur Niap, bienvenue sur YouTube. Bonjour Valentin. Bonjour Yannick. On se retrouve pour un nouveau format qu'on avait très envie de vous proposer. Ça s'appelle BD Ciné et ça vise à vous proposer un avis sur les adaptations de bande dessinée au cinéma, celles qui sortent en ce moment dans vos salles, comme celles qui sont déjà sorties depuis un moment en DVD, n'est-ce pas Valentin? Et aujourd'hui, nous avons été voir Zombielennium. Oui, on sort de Quai des Bulles, on avait envie de rester dans cet univers. Alors, peut-être déjà, on va poser les bases, rappeler à tous ceux qui n'ont pas lu la série, d'où vient Zombielennium. Le projet Zombielennium, il a démarré à l'été 2008 avec le rédacteur en chef de Spirou qui allait rechercher Arthur Depin, dessinateur et auteur. Parce que si je me souviens bien, à cette époque-là, Arthur Depin avait déjà sorti un premier film d'animation qui avait plutôt bien marché. La Révolution des crabes en 2003, et donc le projet là, de couverture pour le Spirou, c'était des monstres, ça n'avait absolument rien à voir avec son univers de base. Et l'objectif c'était donc de faire une couverture juste pour un numéro spécial, et ça devait s'arrêter là. Mais ça s'est pas arrêté là du coup. Et non, parce que le rédacteur en chef de Spirou a tellement aimé la couverture qu'il a demandé à Arthur Depin de continuer et d'en faire une série. 3 tomes parus chez Dupuis. Oui, le dernier étant sorti en 2013. Et depuis lors, Arthur Depin travaillait pour le cinéma et donc pour le film d'animation Zombielennium qui est sorti, voilà, quelques jours. Oui, tout à fait, le 18 octobre 2017. On sort de la salle, on y était il y a quelques heures, peut-être avez-vous vu notre petite vidéo live Facebook, juste pour vous donner notre sentiment général, on va aller un peu plus loin. On le redit un petit peu, Valentin, toi, ton sentiment sur ce film? Alors moi j'ai beaucoup aimé l'adaptation, je trouve que c'est l'une des plus réussies d'une bande dessinée ces dernières années. De mon côté, j'ai adoré le film, j'ai passé un très bon moment, c'est 1h10 à peu près, ça peut paraître court, mais en fait c'est juste ce qu'il faut. Le seul défaut, à mon sens, c'est qu'on est sur un film tout public, il y avait des enfants dans la salle, il y a un niveau de stress, je suis pas convaincu que j'amènerai mon propre enfant voir le film, mais en dehors de ça, j'ai vraiment passé un excellent moment. Il y a beaucoup d'action, mais malgré tout il n'y a pas de choses horribles, horrifiques, non. Donc c'est tout à fait abordable malgré tout pour un jeune public. Moi je suis vraiment en question parce que il y a notamment, donc vous verrez, il y a une scène pré-générique, une scène pré-générique qui permet de placer les personnages principaux, en tout cas l'intrigue principale. Il y a le générique et la scène qui vient juste après. La scène pré-générique, ça, pas de souci, moi, c'est tout simple. Le générique lui-même, il est beaucoup plus, je trouve, stressant. On voit Alors, il est intelligent parce qu'il pose les bases du parc Zombielennium, il explique en fait comment le parc s'est construit. Maintenant, il est dessiné de telle façon et construit de telle façon. C'est très très macabre quand même, hein. Je m'attendais pas à ce que ça démarre aussi sombre. On a beaucoup de coloris en rouge et noir. Malgré tout, je trouve que l'univers le plus sombre, c'est pas tant le parc que le village à côté, avec tous les habitants, type la maîtresse ou type le chasseur qui est au bar du parc, enfin du village, qui malgré tout sont beaucoup plus sombres que les monstres en eux-mêmes du parc Zombielennium. De ce point de vue-là, je pense qu'on peut dire qu'on retrouve très très bien l'univers d'Arthur Depin, qui avait fait un gros travail déjà dans l'album pour créer cette différence entre le parc et le nord. Oui, parce que du coup, il a vraiment respecté le nord de la France avec les architectures de maisons en briques typiques de cette région-là. Bon, après, moi je viens du sud, donc peut-être que j'exagère un peu, mais quand même, je pense qu'il en rajoute un petit peu pour créer vraiment cette différence. Même les champs de blé qui sont tous, les blés sont hauts, tout est sombre déjà. Hein, d'ailleurs, la lumière finalement ne vient que vers la fin avec un personnage. Ça montre la résolution de l'intrigue sans doute, cette mise en lumière du parc et du village. À ton avis, est-ce qu'on est sur une adaptation fidèle de l'univers? Est-ce qu'on est fidèle à la bande dessinée? Qu'est-ce qu'on a pensé toi? Alors c'est relativement fidèle, on a vraiment les personnages principaux, Gretchen, Sirius, Francis et d'autres. Le personnage d'Aurélien, qui était le héros de l'intrigue de la bande dessinée, a été complètement effacé au profit d'Hector. Alors Hector c'est quasiment le même personnage, sauf que c'est un contrôleur des normes, et l'idée c'était qu'il ne pouvait pas conserver le personnage d'Aurélien, car trop long à développer en film. Et là c'est vrai que ça permet de rajouter aussi une intrigue supplémentaire autour de la fille d'Hector, qui va être finalement le contrepoint, le personnage qui le rattache à son humanité, lui qui est mort et qui est devenu un monstre, hein, je pense que je ne spoil personne. Et donc ça permet de toujours permettre de le raccrocher à quelque chose et de le raccrocher à ce qui se passe dans le village à côté. Pour l'anecdote, Lucie, qui est donc la fille d'Hector, elle n'était pas censée être la fille d'Hector dans le projet initial, elle était censée être la fille de Sirius,
Et comme l'équipe du film a beaucoup aimé ce personnage, ils ont finalement réussi à l'intégrer autrement dans l'intrigue. Et c'est vrai qu'en soi, on n'est pas sur une adaptation fidèle. Alors, je sais qu'on a eu une discussion avant avec Valentin. La conférence de presse qui présentait le film parlait d'un préquel. À mon sens, on est plus sur un reboot. Alors, différence, si vous n'êtes pas familier, le préquel, ça se passe avant. Le reboot, on repart à zéro, on recommence. Les éléments de préquel, perso, je les ai pas vus. J'ai pas senti ce qui me permettait de dire, une fois que le film est terminé, on passe à l'album. Par contre, notamment parce que le personnage d'Hector représente le même monstre que le personnage d'Aurélien. Donc à un moment donné, si on a deux monstres comme ça qui arrivent à peu d'intervalle, ça passe pas. Déjà dans la bande dessinée et dans le film aussi, la grande question, c'est qu'est-ce qu'est Hector aussi? Quel type de monstre il est? C'est un monstre à part. D'ailleurs, on retrouve la scène entre Blaise et Francis sur la morsure du départ, savoir ils mordent tous les deux le personnage principal qui est Hector, avant de savoir vraiment ce qu'il est réellement. Du coup, voilà, moi je pars plutôt sur l'idée d'un reboot, et c'est pas un problème parce que vraiment on est sur quelque chose qui se tient très bien. J'ai lu les 3 tomes, c'est différent, mais c'est cohérent, c'est logique, et surtout je dirais que c'est parfaitement intense. Enfin, le rythme est parfait. 1h10, je leur dis encore, c'est court, mais on est à fond du début à la fin. Ce qui est très intense aussi, c'est la musique du film. Elle a été composée par le groupe Skip the Use, qui est un groupe aussi du nord de la France, spécialement pour le film. D'ailleurs, je crois qu'on peut le dire, on est au taquet sur la musique. Ah oui, carrément. Nous, on a été vraiment bluffés par la musique. Ça n'avait absolument rien à voir avec la bande dessinée en tant que telle, mais on était vraiment très enthousiastes. Ouais, il y a des ambiances différentes en plus. On passe autant, donc Skip the Use, qui est plus un groupe rock très actuel. Il y a une scène qui va ravir tous les Lensois et tous les supporters du stade de Lens, avec les corons qui montent tranquillement en intensité, avec quand même, Francis, on est avec toi. Non, c'est vraiment très intense, et à chaque fois, même si on est toujours dans quelque chose de décalé, on peut avoir des inspirations thriller. On a donc Pierre Bachelet, on a du rock actuel, mais pourtant c'est cohérent, on y est, on y croit, et on se fait porter, et c'est vraiment générateur d'émotions. Il y a vraiment des musiques qui sont assez intenses et qui provoquent pas mal d'émotions. Les musiques du concert, au milieu du film, il y a un concert. Oui, celle justement, la principale, Skip the Use, la principale écrite par Skip the Use, que vous avez pu retrouver Stand as One. Si vous avez regardé le clip, vous savez si ça vous plaît, mais je sais qu'avant, j'avais pas idée de l'intensité. L'orchestration n'est pas pareille, je pense. Peut-être légèrement, mais une fois qu'on est dans le film, il y a quelque chose qui monte, parce que il y a des tensions narratives qui vraiment sont presque délivrées par ce moment-là, et en plus, le personnage de Gretchen, qui est dans une espèce de trip, comme de vrai rocker, vraiment qui s'est oublié sur sa guitare et qui pense plus à rien, et qui est... Enfin, je trouve qu'on est vraiment on accroche carrément avec le personnage à ce moment-là, quoi. Et le personnage de Matt Bastas, qui est en fait le chanteur du groupe, est en fait l'interprète de Sirius dans le film. Ce qui fait qu'il chante la chanson tout en animant le personnage au quotidien. Il y a plein de scènes, vous verrez, qui sont vraiment très intenses. La scène du concert, on en a parlé. La scène de la descente, pareil. Je dirais juste un mot, parce qu'on toujours pareil, on fait en sorte de ne pas vous spoiler. La scène de la rébellion, là pareil, ça monte en intensité. Il y a une voix off, on va dire, qui porte, et on sait que ça va arriver. Bien sûr, c'est évident que ça va se passer comme ça. Mais je crois qu'on y va, on les suit, on est dedans, quoi, juste on est dedans. Et puis le parc en lui-même a été vraiment respecté par rapport à la bande dessinée, c'est-à-dire qu'ils ont respecté la configuration des tours, la configuration des enfers, quoi. Donc même s'ils ont rajouté une seconde tour pour l'intrigue du film, mais les enfers c'est exactement les mêmes que ceux qu'on trouve dans la bande dessinée. On peut peut-être toucher 2 mots quand même de l'intrigue, on l'a pas encore fait. On reprend pas du coup l'intrigue d'un des 3 tomes. Peut-être quelque chose qui ressemblerait finalement à une fusion des 3. Une fusion des 3 parce que l'évolution des 3 albums était beaucoup trop lente pour le cinéma, donc ils ont dû faire des choix et donc partir sur complètement autre chose. D'ailleurs, il y a des références qui sont absolument tordantes. Les références à Twilight, c'est un des grands leitmotivs du film. Et à chaque fois, c'est tordant. Les vampires gothiques. Et puis on a aussi le chat d'Alice au Pays des Merveilles qui sert de navette pour le train fantôme aussi. Non, pour la montagne russe.
Pour la montagne russe, oui, tout à fait. On a une scène de manifestation, puisqu'évidemment, comme Sirius est délégué syndical, à un moment donné, forcément, il y a manifestation. Et alors là, les pancartes sont hilarantes. Voilà, c'est ça. Si vous arrivez à les capter, celle qu'on voit le mieux, ça t'en va et ça revient. Ça revient. Working Dead, les morts travailleurs, c'est très bon. Donc ça conserve l'humour qui était vraiment l'esprit, c'est-à-dire un humour un peu noir entre le parc et la réalité économique. Oui, parce qu'on retrouve quand même beaucoup cette question-là du management d'une entreprise. C'était toute la force de la série originale, c'est-à-dire qu'on mélange des monstres et un univers de bureau un peu capitaliste. Et c'est vraiment le mélange des deux qui apporte quelque chose de réellement intéressant. Ouais, désolé, si votre capitaliste, visiblement, vous êtes déjà affilié à Satan, si on croit ce film. D'autres choses, tu m'avais dit que tu avais repéré, toi, des éléments liés à la série cachée dans le fond. Ouais, c'est-à-dire que dans les premières scènes du film, on voit un couloir dans lequel passent les personnages, et en fond, on voit une femme loup-garou, qui est en fait un des personnages du tome 3, qui est introduit dans le tome 3 et qui passe vraiment en personnage secondaire, ultra secondaire, vraiment en fond de plan. Un caméo en somme. En une sorte de caméo en fait. Et, avec d'autres personnages qui n'apparaissent pas dans le film. Je pense notamment à la femme de Francis, qui gère le parc avec lui normalement, et qui n'apparaît pas dans le film, elle est juste représentée dans un cadre. Il y avait aussi pour Francis des éléments qui disaient qu'il y avait une petite roulotte, ouais. Une photo d'une roulotte qui pouvait en dire un peu plus sur lui. Il y a effectivement une roulotte avec son nom en fond de la salle de réunion. Ça donne des éléments supplémentaires sur son passé qui était finalement assez mystérieux. On peut supposer qu'il a été dans le monde du spectacle auparavant, comme ça peut se faire en Roumanie à l'époque des vampires littéraires. Je crois qu'on peut dire que fondamentalement, Arthur Depin a réussi, en tout cas c'est mon avis, mais a réussi à proposer un film qui puisse être vu par tous les lecteurs, sans qu'on ait le sentiment d'être floué, sans le sentiment de se lasser. On retrouve à la fois ce qu'on aime et une intrigue différente. Et on peut donc prendre le film sans avoir lu aucun des albums. Ça c'est chouette aussi. C'est une bonne porte d'entrée, mais c'est pas forcément nécessaire d'avoir le bagage Jean Millennium pour démarrer le film. C'est très difficile en général de concilier les deux. Soit c'est une adaptation fidèle, mais du coup on perd les lecteurs, les gens qui n'ont jamais lu justement la bande dessinée. Soit on part sur quelque chose de complètement différent, et dans ce cas-là on se froisse avec le public initial. Là, je crois que potentiellement tout le monde est content sur ce... En tout cas, moi je suis content. J'avais un peu peur que ça fasse très très jeunesse. Le fait est que non. Non, pas forcément. Non, il y a de la tristesse, il y a de la tension. C'est-à-dire que pour moi, le côté jeunesse, il va se retrouver dans le dénouement. On dit pas plus. Moi, c'est vraiment des tendances que je retrouve dans la BD jeunesse, là en effet, à la toute fin. Par contre, je veux dire, il y a des moments de tristesse, il y a des moments, il y a des réflexions qui sont complexes. On n'a pas interrogé, on s'est dit en partant qu'on aurait peut-être dû questionner quelques enfants qui étaient dans la salle après pour savoir comment eux l'avaient vécu. On voyait déjà les publicités avant le film étaient très axées jeunesse malgré tout. On avait des publicités pour des films sur Noël, sur des choses très très enfantines. Quoi. On sent pour quel public c'est vendu. Mais du coup, moi je resterai avec ce petit doute. C'est très bien pour les adultes. On se régale, on en prend de tous les côtés. Graphiquement d'ailleurs c'est du Depin. C'est du pur Depin. Oui, la 3D est vraiment très chouette. Ouais, l'équipe qui a bossé sur le film, l'équipe de graphistes, c'est vraiment calé sur les pas du dessinateur. En final, on est une adaptation française avec donc des acteurs, des voix qu'on connaît, des voix peut-être trop d'ailleurs, on s'est dit. Emmanuel Curtil, Emmanuel Giacomi. Le premier a notamment doublé Jim Carrey. Les deux ont été impliqués sur Le Prince d'Égypte. C'est vraiment des voix qu'on entend, qu'on connaît, parce qu'on sait que c'est des comédiens de doublage. Et du coup, on perd peut-être un poil. Allez, ce sera peut-être le seul petit reproche. C'est vraiment le reproche sur Hector. Après, le reste, la voix de Steven, c'est la voix de Light Yagami dans Death Note, l'adaptation. Ça passe. En plus, le personnage est assez similaire en termes de personnalité, donc on est amusé de retrouver ça. On sort 30 secondes du film et après on y retourne. Bon, est-ce que toi tu as d'autres choses à partager, Valentin, sur ce film ? On en veut un deuxième ? Alors, une suite ? Je sais pas, j'avoue que j'aimerais bien qu'ils osent ne pas y aller. Nous laisser sur ce bel ensemble. Voilà, c'est quasi sans fausse note. Je maintiens, on est dedans, il nous prend au début, il nous lâche à la fin, et entre-temps, on a fait le roller coaster, on a fait les montagnes russes, et on a pris son pied, quoi. Et on espère que la série va aussi continuer en bande dessinée, chez Dupuis du coup.
Tout à fait. 8 tomes depuis 2013, ça fait long. Très long, 4 ans déjà. Mais en même temps, du coup, on regrette pas, nous en tout cas, on ne regrette pas En tout cas. l'attente. Voilà, on s'arrête là pour Zombilenium. On vous remercie, on espère que vous allez apprécier ce format. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, vous mettez des pouces bleus, vous la partagez sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Si elle vous donne envie de revenir vers Niap, vous vous tournez vers nos comptes. Par exemple, la page Facebook Niap, le compte Twitter Niap BD, le compte Instagram Niap BD lui aussi. La prochaine fois, on se retrouve pour une vidéo qui, elle, sera orientée comics, puisqu'on ne va pas rater la sortie de Thor Ragnarok, Thor 3. A bientôt, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo et de nouveaux contenus sur tous les réseaux sociaux de Niap.